Grand angle environnemental. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans votre émission Grand Angle Environnemental. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous rencontrer de nouveau pour parler de la politique de développement communautaire en République démocratique du Congo. Une question qui touche la vie nationale, parce que nous savons que beaucoup d'indices sont en train de se montrer de manière claire que la République démocratique du Congo est en train d'être classée. D'ailleurs, parmi certaines personnes disent que la République démocratique du Congo est classée presque à côté de Yémen. Vous savez la situation que vit la population de Yémen. Et vous voyez la situation qu'on vit à la République démocratique du Congo. Plusieurs faits marquant ce sous-développement. Alors, nous voulons réfléchir avec un spécialiste, technicien en développement, expert aussi en matière de la gestion de l'environnement. Il s'appelle Christian Bond. Avec lui, nous allons échanger de cette question. Christian, salut et bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup, Serge. Voilà, politique de développement communautaire en République démocratique du Congo. D'abord, quand tu fais une observation générale ou un aperçu sur la situation de la République démocratique du Congo, est-ce qu'aujourd'hui, on peut mieux parler que la RDC est un pays sous-développé, un pays en voie de développement ou un pays émergent? Bon, ça, c'est les concepts créés par les impérialistes pour marquer en fait la domination qu'ils ont sur les restes du monde. Mais quant aux réalités de la RDC, c'est un peu difficile de classer notre pays parmi les pays émergents parce que du point de vue économique, nous ne sommes pas encore là. Donc nous sommes un pays sous-développé. Sous-développé, même pas en voie de développement. Bon, en voie de développement, ce sont des concepts où Juste on crée, pour nous c'est bon caresser. pour faire plaire aux dirigeants et ainsi de suite, mais la réalité est tout autre. C'est que nous avons voulu quand même échanger avec toi parce que tu es quelqu'un du terrain, aussi spécialiste en matière de techniques de développement communautaire surtout. Lorsque tu descends sur le terrain, qu'est-ce que tu remarques ou qu'est-ce qui frappe directement à tes yeux par rapport à la situation de la population congolaise? C'est catastrophique, c'est la misère. Si vous vous rendez dans le coin le plus reculé, on a l'habitude de dire le Congo profond. Si vous y arrivez, mon cher ami, je vous dis que les concepts même de développement, je ne sais pas jusqu'en quelle année ils vont intérioriser les concepts de On ne développement. peut même pas parler de ces concepts-là dans ces milieux. En tout cas, loin de parler de ces concepts dans les milieux ruraux, par exemple, parce que j'ai l'habitude de voyager un peu partout en RDC. Vraiment, vous allez trouver deux villages et même des territoires qui sont proches de la capitale, à 300 km, à 200 km, mais la misère que vous palpez du doigt ne reflète même pas la proximité de ces villages ou de ces territoires de la ville, province de Kinshasa. Donc ils vivent dans l'extrême pauvreté, où parler du développement, c'est utopique pour ces populations-là. Alors je me dis, que ce soit les autorités, que ce soit les Congolais ou toutes les couches vives du pays, en tout cas, personne n'a encore pensé comment développer notre pays, la RDC. Alors, c'est cette misère, ou soit ces misères au pluriel, peut-être pour parler comme ça, sont caractérisées par quoi? C'est réellement, qu'est-ce qui caractérise, ou soit les faits qui marquent réellement que cette population ici dans l'extrême pauvreté? Mais nous avons des indicateurs, parce que les Occidentaux ont mis en place un certain nombre d'indicateurs pour évaluer ou pour mesurer les niveaux de progression que votre pays réalise. C'est sur base de ces critères-là qu'on dirait que vous êtes un pays en voie de développement, vous êtes un pays développé, vous êtes un pays émergent. Par exemple, les critères qui sont basiques, c'est l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation, l'accès à l'électricité, voyez, à l'instruction, voilà, les infrastructures de base comme les routes, vous avez les hôpitaux. C'est ça, mais c'est quasi inexistant toutes ces infrastructures dans les milieux ruraux. Où si on vous montre une école primaire ou un enseignant qui tient une salle de classe donnée, mais qui n'a même pas de livres, où les tableaux noirs n'existent pas, et que les enfants sont à même les sols, ils n'ont même pas de cahiers. Mais déjà, l'accès à l'éducation, c'est comme c'est ce point-là qui est en train de développer. Aujourd'hui, avec la gratuité, on peut dire quand même que tous les enfants ont accès maintenant à l'éducation. Ça limite.
Bon, vous n'avez qu'à consulter les chiffres officiels. Vous allez vous rendre compte que nous sommes encore loin. Mais il y a quand même de une dire augmentation de cet accès. Parce qu'avec la gratuité, on a permis que tous les enfants soient à l'école. Bon, ça c'est vraiment un sujet purement politique, mais techniquement, parce que si vous allez à l'intérieur du pays, vous allez trouver que bien avant que la gratuité ne soit d'application dans des grandes villes, notamment à Kinshasa, l'intérieur, l'école était presque gratuite. Vous voyez, donc c'est là remonte de plusieurs années. Donc l'école était presque gratuite. Mais malgré ça, je parle des conditions. Donc voilà. La qualité maintenant, donc les infrastructures et même la qualité de la formation. Parce que vous venez de dire qu'il y a un enseignant qui n'a pas un livre. Comment il enseigne? Et là, il y a deux volets. Il y a le problème d'accès à l'éducation, parce que si vous avez sur 100 enfants en âge scolaire, vous verrez qu'il y a moins de 50% qui fréquentent ces établissements. Parce que il y a la raison, cela est dû à la fois au manque d'enseignants capables de... Parce que un enseignant, mais il a derrière lui un grand nombre d'élèves, et il y a cette école-là, c'est une école aussi non viable, et l'enseignant là n'est pas payé, donc vous voyez qu'il se fatigue vite, et les autres enfants qui restent à la maison trouvent vraiment inutile parce qu'il n'y a pas des infrastructures qui peuvent les accueillir. Donc cela réduit le nombre d'élèves devant fréquenter ces établissements scolaires. Donc il y a un problème d'enseignants qui peuvent vraiment former tous ces enfants, mais aussi des infrastructures pouvant les accueillir. Donc toutes ces réalités réunies font à ce que nous parlions de moins en moins d'accès à l'éducation. Est-ce qu'on peut parler déjà ces points liés à l'éducation? C'est tout un système qu'il fallait beaucoup plus réfléchir. Il faut proposer des solutions efficaces qui partir seulement. Apparemment, lorsqu'on parle de l'accès à l'éducation, on voit qu'un seul angle, faire envoyer les enfants à l'école, enseigner-les, et le reste comme contenu n'intéresse pas assez ceux qui ont la vision de diriger ce secteur. Oui, bon, quand on parle du développement, vous voyez, c'est large. Là, c'est seulement un indicateur seulement. Ça, c'est peut-être au niveau primaire, l'enseignement de base. Et ça, c'est déjà catastrophique. Mais nous ne parlons même pas de l'accès à l'eau, à l'électricité, les infrastructures, par exemple, de base comme les routes, les écoles, les marchés, tout ça. Donc, vous voyez que si nous considérons tous ces paramètres-là, qui sont fondamentaux, basiques, nous ne pouvons même pas classer la RDC parmi les pays. Est-ce que la RDC, c'est un pays qui peut parler d'un problème de l'accès à l'eau? Parce qu'aujourd'hui, la position environnementale, c'est aussi ce secteur, qu'il est bien clair en termes d'eau douce. La République démocratique du Congo vit après le Canada. Alors, comment un pays qui est en deuxième position au monde, la population n'a pas accès à l'eau potable? Comment on peut expliquer un peu ces contrastes-là? Oui, mais c'est ce que nous vivons tous les jours. Pays potentiellement riche, mais le peuple pauvre. Donc, tous ces paradoxes-là, voilà, c'est vraiment des paradoxes que nous sommes en train de vivre au jour le jour. Donc, l'accès à l'eau potable, c'est vrai que l'eau est là, mais de très mauvaise qualité. Donc, l'eau qui n'est pas potable. Du coup, ça prédispose la population concernée à des maladies hydriques. Et vous verrez des maladies comme toutes les maladies d'origine hydrique, comme choléra, comme typhoïde, voilà, etc., et même Ebola, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est des problèmes réels auxquels les dirigeants ne font vraiment pas cas sur cela. Mais tu es souvent sur terrain. Il y a un programme que le ministère de la Santé veut lancer depuis plusieurs années. Je crois à l'école et village assainis. Je pense quand même que là aussi, il y a un problème de l'accès à l'eau potable qui est aussi travaillé comme un aspect. J'espère que cet élément a pu quand même améliorer les conditions de la population rurale. Oui, mais ça, c'est si je ne me trompe pas, c'était un programme financé par l'UNICEF, ainsi de suite. Mais c'est vrai que certains partenaires sont là, en train d'appuyer l'État dans divers domaines, mais seulement qu'il faut comprendre que ces privés ou ces partenaires ne peuvent jamais remplacer l'État. Il faudrait que l'État lui-même conçoive les modèles politique de l'État. Voilà, donc politique de l'État et qui implémente que ce soit des projets initiés par les privés. Et une fois
implémentés et après, quand ils se retirent, et c'est le vide qui se crée. Mais si c'est l'État et avec ces éléments sur terrain, ils vont veiller à la continuation de ces projets. C'est ce qui veut dire que la politique qui est mise au niveau des villes, où il y a toute une entreprise qui traite, qui fait le captage, le traitement et la distribution d'eau, cette politique n'est pas répandue sur toute la République. Bon, moi, je ne peux pas Par rapport à aborder... ce que tu observes, par des milliers, plus tu fais des études sur le terrain. Ok, mais c'est l'absence d'une politique claire et précise du gouvernement en matière de développement. Si, par exemple, dans chaque secteur ou dans chaque village, il y avait au moins un technicien de développement rural, par exemple, et que ce technicien est là, il mène ce qu'on appelle les études avec la population concernée sur les problèmes de développement de cette contrée-là, de ces milieux-là. On Rien que cherche par à secteur. prioriser, voilà, par secteur ou par village, Par ok, village, par ça collectivité ou par groupement. Bon, il y a Voyez. des gens qui ont fait des études qui rappellent que les techniciens en développement ne dépassent pas 2000 sur toute la République. Voilà. Mais même si c'est un problème réel, il faudrait que l'État puisse changer des politiques. Même les 2000 qui existent, est-ce qu'ils sont consultés? Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est dire qu'il faut que nous puissions nous remettre sur le rail. Donc, s'il y a un spécialiste en matière de développement qui mène ses actions dans une collectivité donnée, on aura tous les problèmes liés au développement de cette contrée. Et si financement y est, on peut canaliser dans le sens de résoudre les problèmes prioritaires des prioritaires. Et ces problèmes peuvent facilement déclencher le développement de ces milieux. Et dans tous les domaines. On peut commencer dans les domaines qui sont basiques et après on peut continuer dans des domaines qui sont subsidiaires. On peut y apporter des solutions. Voilà. Alors, lorsque je vois cette situation, nous passons dans les villages, les problèmes aussi des routes, parce qu'on a parlé parmi des indicateurs, l'accès dans les villages, des villes, soit les secteurs routiers n'est pas mieux organisé. Oui, n'est pas mieux. Non seulement que des routes d'antan existent, mais ces routes ne sont pas entretenues. Donc, il est vrai que nous manquons des routes. Mais le peu que nous disposons là, que ce soit même des routes de dessert agricole. Donc, les routes de dessert agricole existent dans ce pays. Oui, il y en a. Si vous avez des statistiques, on a quand même des routes de dessert agricole, mais ne sont vraiment pas très, très développées. Et le nombre de kilomètres est encore réduit à ce niveau. On a vu, je crois que c'était pendant la période de l'ancien Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, qui est allé inaugurer un programme de routes de dessert agricole. Il a même fait dans les Kouang. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. Est-ce que nous avions déjà compris l'importance des routes de dessert agricole ou seulement nous le faisons pour une action politique afin de voir quand même que la volonté y est, mais on n'a pas de moyens? Bon, le moyen, on le crée. Hein, si vous voyez comment les autorités, c'est que gèrent l'argent du pays, ils dépensent et c'est à tout moment qu'on crie à des scandales, à des détournements. Des détournements voilà. des millions donc, toujours. L'argent y est, mais c'est question d'avoir la volonté de mieux faire. Hein. Bien qu'on peut commencer petit, mais si la volonté y est, c'est bien affecté, c'est bien canalisé, c'est bien géré, on peut arriver à faire ne serait-ce que le minimum. Parce que nous ne pouvons pas nous dire qu'aujourd'hui, la RDC, même si on fait beaucoup d'efforts, on peut égaler les pays qui sont très développés dans une année, dans 2 ans, dans 5 ans. Non, mais on peut quand même constater qu'il y a une volonté manifeste de commencer quelque part. Mais sinon, si vous sillonnez le pays, vous allez vous rendre compte que on n'a pas commencé et on ne va même pas commencer dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, on n'a jamais commencé. Voilà. On continue toujours à observer. Mais apparemment, cette situation nous arrange parce que nous-mêmes, nous contemplons seulement de ce que nous contentons plutôt ce que nous avons comme situation. Personne aussi ne s'inquiète. Apparemment, personne ne s'inquiète de cette situation. Ah oui, donc on ne s'inquiète pas trop, d'autant plus que nous n'avons pas les mêmes motivations. Ça veut dire que quelqu'un qui vit à Kinshasa
il est vraiment déconnecté des réalités qui se passent à Kasumbalé, ça par exemple, et à Mwenedit ou à Kenge ici. Et vous-même, vous remarquez que les personnes, voilà, mais qui n'est pas électrifié. Voilà. Même l'eau de la régie des eaux qui jaillit peut-être 3 fois la semaine. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème même dans les chefs-lieux. Hein. Il y a un sérieux problème dans le pays dans son ensemble. Kenge, c'est loin, mais à Kinshasa, il y a des communes. Quand vous allez vers donc, des communes et des quartiers qui ne sont pas desservis. Vers Maloueka, c'est compliqué. Voilà. Donc, où l'électricité, on n'en parle presque plus. Donc, si à Kinshasa, on a déjà des problèmes comme ça, que ce soit des problèmes de l'eau potable, problèmes d'électricité et problèmes des routes, à combien plus forte à l'intérieur du pays. Là, c'est vraiment catastrophique. Est-ce que techniquement, nous ne sommes pas au bout de nos efforts par la matière de développement? Nous sommes au bout de nos efforts, c'est peut-être moins, mais au bout de notre rationalité sur la politique à appliquer pour le développement communautaire? Nous ne sommes pas au bout parce que nous n'avons pas encore commencé à fournir des efforts. Nous ne pouvons pas encore commencer. On n'a pas commencé à fournir des efforts. Et tout ce qu'on fait ici, que vous voyez, des programmes, par exemple, Révolution de la modernité, 5 chantiers, comment on appelle encore d'autres programmes actuellement, je ne sais même comment on les appelle. Alors, tous ces programmes-là n'ont jamais commencé. C'était toujours des programmes de développement. Oui, mais si... Bon, n'allez même pas de ces côtés-là. Si vous prenez seulement tout ce que représente le budget national. Et vous regardez la clé de répartition, vous verrez que l'argent, voilà, donc la grande somme est consommée par les institutions. Et il n'y a que peu ou presque rien qui est consacré dans les développements socio-économiques du pays. Ce qui revient à dire que, et comme c'est un cycle, et c'est chaque année, c'est chaque législature, tout ça là, qui entre, c'est toujours la continuité de ce que les autres ont commencé, ce qui veut dire que rien ne change. Ça veut dire que notre vision est beaucoup plus vers la consommation que la production. Oui, on peut produire, mais l'affectation, tu vois, donc il y a quand même une production, mais comment on partage ces ressources. La répartition, ce qui pose problème. Parce que c'est les institutions qui consomment, qui consomment la grande partie des ressources. Vous donc, avez les personnes comme président de la République, vous avez les gouvernements, vous avez les cours et vous avez les parlements. Tu vois. Donc, c'est qui consomment la grande partie. Mais le reste, c'est affecté au développement. Mais encore que là aussi, c'est détourné. Donc, vous voyez que... Même le P qui est affecté, pour le développement est détourné. Ça veut dire que nous ne voulons rien mettre dans le développement. Nous voulons tout récupérer. Voilà. C'est que nous sommes contents de notre situation. Bon, on est content à partir du moment où nous ne visons pas l'intérêt général. C'est-à-dire, vous êtes là, et que vous êtes à Kinshasa, vous travaillez, vous êtes payé. Bon, pour vous, ça suffit. Même si vos frères, peut-être du sang, sont au village et que là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, pour vous, ça ne vous dit absolument rien. Vous attendrez seulement le jour de vote pour passer. Malheureusement, c'est ce que nous vivons récupérer des voix au quotidien. Est-ce que ici, regardant déjà cette situation, la plus grande proportion du budget national est consommée par les institutions et dans le développement, comme on venait de dire, rien n'est presque affecté. Est-ce qu'on ne pouvait pas partir des self-help? C'est vraiment ce qui peut nous aider. C'est ce qui peut nous aider. Et ça, maintenant, ça demande des grandes orientations politiques. Ça, c'est l'impulsion politique. Des dirigeants sérieux qui peuvent peaufiner des stratégies comme ça, donner des grandes orientations dans tous les domaines de la vie nationale. On peut partir de l'idée que, bon, nous devons tout faire pour que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. Par exemple, on dit, nous n'allons peut-être pas compter sur l'aide extérieure et que nous devons mettre la main dans la pâte, travailler pour que nous puissions construire notre pays. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vous faites ce qu'on appelle le dendrogramme du problème. Et cela doit se faire dans toutes les chefferies, dans les secteurs, dans les territoires, dans les villages. Et pour que nous ayons une idée de nos problèmes et quels sont les moyens pour résoudre nos problèmes. À partir du moment où il y aura des débats techniques et une approche communautaire de cette façon-là, nous allons résoudre le problème. Mais
tous les dirigeants qui entrent en fonction aujourd'hui, ils tendent la main à À l'extérieur. l'extérieur. On met quelque chose, mais avec beaucoup de conditions. Et les quelque chose qui tombent dans leurs mains, au lieu que ça soit affecté considérablement dans les secteurs. C'est pourquoi il a été envoyé, non, mais c'est dans les poches et dans des bars et ainsi de suite. Ce qui fait que nous sommes ce qu'on dit l'éternel recommencement. Voilà. Donc nous sommes dans un système un peu cyclique. Voilà. On ne tourne que Ah bon. autour de la même chose. Oui. Mais quand vous regardez, lorsque vous descendez, qu'il y a la malnutrition qui vit c'est quoi ici. Vous, en tant que technicien de développement, qu'est-ce que cela vous dit? Parce qu'alors que la population pouvait faire même de l'agriculture de manière artisanale et puis se nourrir. Voilà. Donc ça c'est une très bonne question. Le problème de la malnutrition. D'ailleurs, dans l'année passée même, notre pays était classé vraiment des pays en rouge en matière de la malnutrition. Vous voyez, en rouge. Mais tout ça est dû à quoi? Avec 80% des terres arables, tout ça est dû à quoi? mais la population souffre de la malnutrition. Voilà. Donc, il y a deux raisons qui expliquent cela. La première des raisons, c'est le manque de la production de paysans. Les paysans ne produisent pas assez pour leur propre consommation. C'est-à-dire, si vous avez des paysans qui produisent 100 sacs de maïs, ils vont vendre 90 sacs et ne rester qu'avec 10 sacs pour la consommation. Ce qui ne favorise pas une bonne alimentation. La deuxième chose, c'est le découragement de ces paysans-là. Ils produisent, mais ils n'ont pas les moyens d'évacuer ça. Donc, il y a des maïs qui pourrissent, voilà, des routes des desserts agricoles. Ils disent, mais nous avons produit. C'est chaque année où nous produisons. Mais moi, il y a 1 hectare de maïs que moi, je travaillais l'année dernière. Mais tous les épis ont pourri dans les champs parce que je n'ai pas le courage, même si je vais cueillir ça, mais comment est-ce que je vais évacuer? Et qui viendra acheter? Donc, nos villages-là sont enclavés, ce qui ne favorise pas qu'il y ait un mouvement, comme des échanges commerciaux pour qu'il y ait des acheteurs venant de Kinshasa pour acheter. Et ce qui fait qu'ils sont découragés. Et comme ils sont découragés, l'année prochaine, ils vont peut-être plus produire. Ils produisent seulement une petite quantité, soit pour vendre, et ils vont laisser rien pour la consommation. Et peut-être qu'ils laissent seulement une petite partie pour les semis du mois de l'année prochaine. Ce qui fait que c'est les petits-enfants qui sont beaucoup plus victimes de cela. Est-ce que notre technique aussi agricole n'est pas mise en cause? Parce que partout, on produit même à contre-saison. Mais malheureusement, nous n'avons que des saisons traditionnelles telles que nous sommes restés là. Cela aussi devrait être aussi une politique nationale. Ok, ça c'est aussi un autre élément que je devrais ajouter. Donc, en dehors de 2 éléments que je viens d'évoquer tantôt, il y a aussi un autre élément non négligeable. C'est les effets du changement climatique. Ce qui fait que, parce que au village, et ils n'ont pas des arrosoirs, tout ça là pour non. Et ils attendent seulement la saison, voilà la pluie. Et que, comme il y a des aléas de perturbation actuellement liés au climat, pendant que les graines sont encore dans le sol, il ne pleut pas. Et quand il ne pleut pas, ils ne viendront pas aussi arroser. Ils ne viendront pas non plus arroser. Et ça détruit. Ce qui fait que cette année-là, ils vont plus récolter soit le maïs et les arachides. Du coup, ils sont frappés. Et les enfants qui devraient consommer ça, ils ne vont plus consommer et ils sont frappés par la malnutrition. Donc aussi les effets du changement climatique, nous les ressentons, mais difficile pour nous de les contrôler. Et voilà, on est frappé. Est-ce que aussi, pour des coins où il y a beaucoup plus, où il y a la malnutrition aiguë, on ne parle pas de la paresse de la population? Oui, mais qu'est-ce qui a engendré cette paresse? Donc, il y a des éléments sous-jacents qui expliquent cette prise de position. Parce qu'ils sont ruraux. Depuis toujours, ils ont vécu dans les milieux ruraux. Mais comment ils ont fait pour survivre? C'est qu'à un moment de leur vie, ils ont rencontré des difficultés. Voilà, ils produisaient, mais arrivé aussi à un moment, ils ont stoppé parce qu'ils ne peuvent pas travailler en vain, inutilement. Ils produisent et les produits pourrissent, pas d'acheteurs, et voilà. Donc ils n'auront plus le courage de. Mais aussi, la malnutrition, c'est aussi le problème des habitudes alimentaires, mais c'est aussi un problème de diversification des cultures. Si vous consommez
le maïs chaque jour ou les arachides chaque jour et que la ration n'est pas équilibrée, vous allez toujours faire là-bas. Soit vous êtes dans le marasme, soit vous êtes dans le kwashiorkor. Donc, vous avez déficit en apport nutritionnel, c'est-à-dire la nourriture que vous consommez n'a pas suffisamment des éléments nutritifs pouvant combler les besoins que le corps ressent. Ça, vous tombez dans une autre forme de malnutrition. Ou alors, vous avez un problème de quantité. Voilà. C'est vrai que l'apport nutritif est là, mais la quantité par rapport à votre poids n'est pas compatible. Vous allez aussi développer une autre forme de la malnutrition. Donc, c'est aussi un problème de ce qu'on appelle des habitudes alimentaires. Être classé à côté des Yémen, c'est que vous êtes fiers, vous, des techniciens de développement? C'est alarmant, c'est vraiment alarmant, mais nous constatons comme vous que ceux qui devraient faire quelque chose pour essayer de renverser la tendance ne le font pas, malheureusement, parce qu'il y a très peu d'institutions qui forment les techniciens en développement. Bon, chaque année, même le peu là qui sont formés et déversés sur le marché d'emploi ne sont pas utilisés en bon escient. Ce qui fait que peut-être par manque de boulot, il s'est fait, je ne sais pas, journaliste, mais il est TDR, il s'est fait mécanicien, il s'est fait chauffeur ou un motard. Donc, vous voyez qu'il n'est pas utilisé. Parce que dans son domaine, il n'y a personne pour l'utiliser. Voilà. Alors que l'État devrait normalement récupérer tous ces diplômés-là et les affecter là où ils devraient être pour rendre service à la nation congolaise. Est-ce que l'État aussi est au courant qu'il y a des techniciens en développement? Mais comment? Il a les services de renseignement. Et c'est lui qui donne ses diplômes. Alors, comment il ne peut pas connaître? Il connaît. Et il a même les nombres exacts. Parce que, à Kinshasa, par exemple, ou dans chaque chef-lieu des provinces, si je m'abuse, il y a ce qu'on appelle ISDER. Voilà, Institut supérieur de développement rural. Et qui donne les numéros d'agrément? C'est pas toujours l'État. Alors, l'accès à l'énergie, beaucoup plus. Aujourd'hui, l'énergie électrique, dans toutes ses formes plutôt. Comment vous sentez un pays où nous avons les cours d'eau, où nous avons les soleils, où nous avons les vents, où nous avons tous les moyens possibles, mais la population est dépourvue de l'électricité. Partout. Dans les villes. Du village, n'en parlons même pas. Donc c'est rare, si vous prenez la province du Congo, la province du Congo central qui est plus proche de Kinshasa. Dans le territoire de Kasangulu, il y a même 2 centrales. Il y a une centrale qui est de Ntsanga, la première plutôt, qui a commencé. Mais dans les Kasangulu, il n'y a qu'ici, c'est 3 villages qui sont électrifiés. Tous les territoires, 3 villages, alors ils ont une centrale. C'est aussi une mauvaise politique aussi de distribution de l'énergie. Oui, comme vous venez de le dire, c'est question de politique. Normalement, l'hydroélectricité du Congo, Congo central. Donc, c'est vrai que là, c'est la production, mais ça n'a vraiment pas été destiné pour cette province. Vous allez même à constater avec moi qu'on a transporté les courants du Congo central jusqu'au Katanga, par exemple. Voilà. C'était pour servir. En passant par les Grands Bandundu. Mais les Grands Bandundu toutes les provinces ne sont pas électrifiées. Vous voyez vous-même. Donc, c'est vraiment pas destiné. Alors, on ne visait que les minéraux. Voilà, l'usage domestique. Mais puisque les citoyens congolais doivent bénéficier aussi de cette ressource, alors maintenant, l'État doit tout faire pour que ceux-là aussi puissent en profiter. Mais même si cette énergie-là coûterait peut-être un peu plus cher, les transports, ainsi de suite, on peut diversifier, prendre une autre source d'énergie. Par exemple, l'énergie solaire. Parce qu'avec les panneaux, chacun peut avoir, et là, il peut contrôler facilement. Vous voyez, parce que l'énergie éolienne, c'est encore difficile. Parce que déjà, l'énergie solaire, on ne parvient pas. Si on veut basculer encore l'énergie éolienne, ce serait catastrophique. Est-ce que dans tout ceci, vous n'avez pas une politique à proposer, par exemple, à la population qui se prenne en charge pour leur propre développement? Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir sans l'appui de l'État? Sans l'appui de l'État, c'est difficile, voire impossible. Mais ils peuvent commencer. Ils peuvent commencer. C'est ça aussi. Parce que nous avons c'est aussi ça le rôle de l'école. Parce qu'une école, elle est là, former les cerveaux capables de résoudre le problème de la communauté. Ce qui fait que si je suis en Gandajika, par exemple,
l'école aura pour mission de former les cerveaux qui viendront résoudre le problème locaux. Ici, on a un problème, par exemple, de culture. Voilà. Tout ce que nous cultivons, nous ne récoltons pas en grande quantité. C'est qu'on a besoin des agronomes, des gens qui sont formés, qui peuvent encadrer nos mamans, qui peuvent encadrer nos papas agriculteurs pour maximiser la production et capables de nourrir nos enfants. Vous voyez, voilà pourquoi on doit mettre en place une section agronomique pour former des agronomes capables de travailler et de résoudre les problèmes. Mais apparemment, ce secteur a été beaucoup plus négligé. On a senti, par rapport à cette vision, on devait mettre des options qui devraient apprendre, où les enfants devraient plutôt apprendre pour résoudre leurs problèmes locaux. Mais on a vu dans les milieux ruraux les plus reculés des options comme biochimie, latin philo, l'électricité, alors qu'ils n'ont aucune installation électrique, et biochimie, ils n'ont aucun laboratoire. Mais finalement, des gens qui ont placé toutes ces options-là n'ont pas réfléchi, et aujourd'hui, il n'y a pas une manière de commencer à aller supprimer ces options qui n'amènent à rien aux enfants. C'est ça le contraste. Et malheureusement, c'est l'autorité qui donne l'agrément, l'autorisation. Parce qu'avant, et certaines mêmes écoles, ce sont les écoles de l'État. On va faire cela, on va faire cela. Et l'État autorise. Mais dit, mais comment vous n'avez pas de laboratoire, vous n'avez pas un atelier, vous n'avez pas tout ça là. Ici, il n'y a aucune ampoule qui s'allume. Voilà. Mais comment vous allez faire l'électricité? Comment ils vont apprendre? Ils ont même la mécanique. Alors voilà. Et l'État ne se pose pas toutes les questions. Il donne. Et après, vous allez former. C'est des cerveaux inutiles. Ça veut dire quand même que nous sommes en train de tuer notre politique de développement. Parce que ceci aussi devrait être la bonne stratégie pour développer les pays. Oui. On a besoin des agronomes dans les milieux ruraux. On a besoin des pédagogues pour enseigner des enfants. On a besoin des vétérinaires. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, les vétérinaires, apparemment, ils sont plus considérés qu'ils devaient être des personnes les plus importantes dans les milieux ruraux. Même ceux qui ont fait ces études, aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. Ils se jettent directement des vétérinaires qu'on a jetés directement à Kinshasa, qui veulent trouver la manne. Vous sentez quand même que nous avons un sérieux problème aussi du côté instruction. Un véritable problème. Tout ça, c'est parce que nous n'avons pas encore réussi à concevoir un modèle de développement propre au Congo. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est le mimétisme. Nous sommes en train de copier. Et parfois, quand ça arrive sur terrain, ça ne trouve pas d'ancrage sociologique. Et ce qui fait que, jusque-là, nous sommes en train de marquer le pas. Tu as bien fait de soulever cette question des vétérinaires, ainsi de suite. Mais vous suivez l'actualité. Comment un dirigeant d'un pays voisin qui est en train de nous délivrer, simplement parce que nous sommes incapables de produire ne serait-ce que du lait. Et nous importons du lait. Est-ce que nous ne pouvons pas ici élever des vaches laitières qui peuvent nous donner du lait? Mais les Nord et les Sud Kivu sont un grand témoignage. Les grands Bandundu, quand vous passez là, vous trouvez tout ça. C'est que nous avons, mais ce que nous avons, nous ne voulons pas mettre ça en valeur. Je ne pense pas que nous avons cela. Parce que le vrai problème, ce n'est pas avoir 10 têtes. Non, c'est avoir proportionnellement à votre besoin de consommation. C'est-à-dire que nous devons tous les pays du monde. Même à l'Est, ils importent. Voilà. Même à l'Est, là on élève juste là, ils importent. Donc, nous devons nous dire que désormais, on ne peut consommer que ce qu'on produit. Voilà. Vous voyez, par exemple. Consommons. Voilà, on ne peut que consommer ce qu'on produit. Si on se fixe un tel objectif, ça veut dire que même si je vais consommer le maïs, je dois produire pour consommer. Voilà. Je vais consommer la viande des porcs, je dois produire pour consommer. Nous importons les maïs. Voilà, donc on importe tout. On importe même des kirdons. On importe. Alors que ici nous avons des bois. Vraiment. On peut le faire. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous manque finalement. C'est le cerveau. Ou quelque part on nous donne des dictats, c'est peut-être que c'est aussi un problème de souveraineté. Parce que si vous voulez faire quelque chose comme ça et vous voulez entreprendre, on vous dit par les puissances que non, vous ne pouvez pas. Peut-être ça. Donc maintenant là, je suis tenté à entériner toute la thèse qui dit que bon, vous avez de mains et pieds liés et que vous ne disposez pas de votre épée. C'est les autres, donc les multinationales qui impose des choses. Voilà. Parce que je ne sais pas comprendre que nous avons la terre arabe et que nous avons les climats favorables, tout ça, et que nous avons le bois.
Mais cure-dent, on importe. Les porcs ici, et même la peau, on importe. Même les sabots, même on importe. Les entrailles, même les intestins. Allez-y comprendre. Alors qu'on pouvait développer dans chaque province. Parce que qu'est-ce que la vache consomme? Mais nous avons des pâturages ici, c'est l'herbe. D'ailleurs, quand vous partez le pays de l'Afrique de l'Ouest, où proviennent beaucoup plus aussi certaines des pays comme le Kenya qui nous insultent. C'est pas un pays qui doit faire face à la République démocratique du Congo. Lorsque vous regardez la forme du pays et vous regardez les pâturages que nous avons, ou la végétation que nous avons au Congo, ils ne peuvent pas parler des fois. Nous avons tout à dire et mettre même de l'ordre que nous n'allons plus consommer les produits venant de leur pays. Nous sommes capables de le faire. Mais la tristesse s'installe lorsque vous arrivez au marché, vous regardez l'Iri, dont du Japon, dont du Botswana. Donc même le Botswana fait les dons à la République démocratique du Congo, des riz de Thaïlande, des riz de... Vous voyez, on vous cite des pays qui sont très loin. Alors que, j'espère que c'était l'année passée où tu étais à Bumba. Oui. Qu'est-ce que tu as constaté? Bumba ne produit plus de riz ou qu'est-ce qui se passe? Oui, Bumba le produit, mais c'est la petite quantité consommée à Kisangani. Et là, c'est le paddy, on envoie à Kisangani. Et il y a aussi une petite quantité qui arrive à Kinshasa, mais ce n'est même pas suffisante pour nourrir la petite commune d'Engiringir et même de Lingwala. Ça ne sera pas, ça ne va pas répondre aux besoins. Le problème, c'est quoi? Ce n'est plus productif, les sols n'est plus productif ou on ne sait pas produire parce qu'il n'y a pas moyen d'évacuer ces produits. Quel est le type d'agriculture que nous faisons dans notre pays? C'est l'agriculture extensive. Oui, c'est extensif, c'est pas intensif, c'est juste que là c'est à la main. Mais nous devons dépasser ça. Parce que si nous voulons par exemple répondre aux besoins de consommation de notre pays, c'est même de Kinshasa, mais il faut faire ce qu'on appelle mécaniser. Il faut utiliser des charrois, c'est pas de 2, 4 hectares, 10 hectares avec la main, non. Vous voyez? Donc nous devons d'abord changer le mode d'agriculture que nous faisons dans notre pays, et même le mode d'élevage. Est-ce que si on produit en grande quantité à Bumba, on a la possibilité d'évacuer ça par rapport à la situation actuelle? Ok, oui. Mais comment ça arrive ici? Parce que moi je vois ici on vend le riz de Bumba, même si vous allez à Libongo. Oui, ça arrive péniblement, mais ça arrive. Ce que nous devons... Tout ça fait appel à des politiques nationales. Et ça, c'est les dirigeants qui conçoivent ça et qui mettent en place des politiques. Et ces politiques-là, tous celui qui veut, même le partenaire, même le privé, vont toujours œuvrer dans la même direction pour faire réussir la politique. Voyez-vous? Donc, si nous avons 2 machines qui peuvent produire en grande échelle, nous avons des engrais chimiques, parce que vous ne pouvez pas vous faire... Vous pouvez utiliser des engrais naturels aussi. Oui, mais à condition que vous les produisez aussi. Mais à la lire... voilà, dans le monde actuel, parce que nous ne pouvons pas seulement avoir la vision. C'est vrai que au départ, nous pouvons produire pour nourrir les Congolais. Mais par la suite, puisqu'on a nourri déjà les Congolais, nous devons aussi aller nourrir les Angolais et nourrir les Béninois. Est-ce que juste pour la préservation de notre santé en tant qu'environnementaliste, c'est quand même que tu autorises qu'on fasse des engrais chimiques? Oui, c'est pour des besoins commerciaux. Mais néanmoins, on aura aussi ce qui est bio. On aura aussi ce qui est bio. Quitte au client de choisir. Non, moi je veux ce qui est bio, mais ça a un coût. Ok? Tu achètes par exemple les kilos à $10 parce que tu veux ce qui est bio. Mais si vous voulez ce qui n'est pas bio, vous pouvez acheter à $5. Ouais, donc le client est libre de se choisir. Alors, parce que selon quand vous regardez cette situation, est-ce qu'on peut transporter les riz de Bumba à Kinshasa coûterait plus cher que transporter les riz qui venaient de Thaïlande, du Japon, jusqu'à Kinshasa? D'emblée, c'est inconcevable. Mais malheureusement, c'est ce qui se fait. Où vous avez un savon produit localement ici à Kinshasa, coûte plus cher 2 fois qu'un savon venant de l'Indonésie. Un sac de ciment produit ici, au Congo central ici, coûte un peu plus cher qu'un sac de ciment importé de la Chine. Donc, c'est des contrastes que peut-être qu'on a aussi des matériels de production qui sont déjà vétustes, de vieux trucs, et ça consomme un peu plus, ce qui fait que le coût de revient des articles, reste à désirer. Donc, on peut aussi changer, que ce soit de machines, ou des modes de production, pour que les prix
répondent réellement au pouvoir d'achat de la population. Alors, actuellement, il y a un programme que l'État congolais venait de lancer, 145 territoires, le programme de développement communautaire des 145 territoires. Quelle est la chance que vous donnez à ce programme? Bon, moi, je n'aime pas faire foi à des grandes décisions politiques, parce que sur terrain, bon, ce sont des décisions qui souffrent de faits d'annonce. On annonce, mais après, c'est dans les tiroirs. Voilà, dans la pratique, c'est rien. Et si vous restez à Kinshasa, bon, vous pouvez vous dire que, bon, écoutez, voilà. Mais si vous allez c'est là où vous allez pas. Vous rendez à mais tout ce que vous criez là à Kinshasa, ici, c'est rien et c'est encore rien. Vous voyez? Donc, si le gouvernement décide ainsi, on ne peut qu'accorder les bénéfices du doute. Mais quels sont les moyens mis en œuvre pour l'exécution de ces programmes, atteindre ces objectifs? Parce qu'on a vu, il n'y a pas plus longtemps que les 4 ans passés, on parlait d'un programme d'électrification des milliers ruraux. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun vide. Donc, faire confiance aux hommes politiques, à des décisions politiques, je pense qu'on aura seulement nos yeux pour pleurer. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire de notre pays, depuis 60 jusqu'à maintenant, c'est vraiment parsemé de beaucoup d'irrégularités et de déceptions. Donc, vous vous attendez à tel, une fois au pouvoir, c'est toujours une déception. Vous vous attendez à telle fois. Alors, le mieux serait que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. Si nous travaillons notre conscience, nous disons par exemple que non, nous sommes par exemple, je suis à Ngiringiri ou à Bumbu. Quel est le problème de développement dans cette avenue par exemple? On a un problème, ceci, tout ça. Vous les répertoriez. Quels sont les moyens que nous avons pour résoudre ces problèmes? L'union fait la force. Si ça nous demande 10 000 pour résoudre ces problèmes, par exemple, ou pour la canalisation des eaux usées, ou par exemple pour l'évacuation des immondices, ou un problème de ce genre, mais est-ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous aider au lieu d'attendre les autorités venant de Kinshasa? Parce que vous voyez quelqu'un qui est à 1000 km de Kinshasa. Nous, d'ailleurs, nous sommes ici, à côté ici. On ne voit pas l'aide du gouvernement. Mais quelqu'un qui a des milliers de kilomètres. Là où les membres du gouvernement passent, il y a des routes trouées, et voilà, il y a des quartiers qui se vivent dans l'obscurité, il n'y a pas d'eau. Mais maintenant, quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, c'est que, voilà, donc il n'a pas d'espoir. Alors, moi, ce que je peux conseiller à nos concitoyens, c'est de s'aider soi-même, de se prendre en charge avec de petites initiatives locales. On peut toujours faire, parce que le vrai développement, c'est le développement qui est endogène, qui commence à partir de là-bas. Tant que nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience de notre situation, de danger, parce qu'on a assez pleuré. Tu vois, il y a des chansons qui pleurent, et des musiciens qui pleurnichent, et tout ça là. Vous verrez que ce sont de pleurs et de pleurs. Nous, dans notre entendement, dans notre imaginaire, la solution viendra d'ailleurs, c'est-à-dire des autorités, ainsi de suite. Mais on a beau patienter, la solution ne vient pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons nous prendre en charge. S'il faut se cotiser de l'argent, par exemple, pour construire une rigole, pour que l'eau puisse passer, et que nous n'ayons pas, par exemple, nous ne serons pas embêtés des moustiques, des odeurs nauséabondes, nosocomiales, on peut s'écouter, on a 1000 francs, 100 francs, tout ça, on appelle un ingénieur, il vient, il fait pour nous. Tu vois que c'est de ça aussi les développements. Est-ce que les animateurs des entités territoriales décentralisées ont déjà compris cette vision de décentralisation? D'abord, même par la compréhension. Parce qu'aujourd'hui, tu viens de relever un fait très important. Pour bien évoluer, il faut partir d'un développement endogène. Mais qui va inculquer cette notion de développement endogène? Parce que c'est tout le monde qui s'est pleurniché. Même ces animateurs, quand vous approchez, vous leur tendez, mettez les micros devant et ils vous diront ah, biso awa kuto, tozo senga na président de la République. Quelqu'un qui est dans un secteur, il lance directement un message au président de la République. Apparemment, ils oublient quand même qu'ils sont des animateurs, des entités où ils peuvent apporter des solutions, même de manière qu'on a parlé de l'auto, comment on appelle ça? Prise en charge. Prise en charge. Ok, c'est le mode de gestion de la cité.
Alors, le mode de gestion de la cité actuelle, même quand on parle de décentralisation, c'est du non. Ça, c'est vraiment, c'est le non simple. Mais dans les faits, c'est vraiment la centralisation. Vous n'avez qu'à voir comment nos villes sont construites, comment tout ça. À Kinshasa, par exemple, nous avons la République de la Gombe, où tous les mouvements, c'est unidirectionnel quand ça arrive. Et c'est vraiment ça. Donc, quelqu'un qui est à Malimbankoulou, à Kasumbale, à Moufuka Sampoué là-bas, à Lodja, il s'est dit que la solution, c'est Kinshasa. Il peut y être là. Il y a même des toilettes bouchées, des autorités locales là. Mais ils attendent à ce que la décision pour venir déboucher ça. Voyez-vous. Donc, c'est peut-être que l'éducation que nous avons réussi de le bas âge, on vous dit, donc cette éducation-là nous a préparés dans l'inaction. C'est que tu ne peux pas agir, on est attentiste. Hein, on attend. Est-ce que nous n'étudions pas pour les autres? Mais c'est pourquoi les réformateurs soutiennent que nous puissions nous-mêmes nous émanciper des impérialistes, nous émanciper des colons, pour que nous puissions nous-mêmes concevoir notre propre modèle du développement. On s'est dit par exemple, et dans le propre modèle de développement, cela va aussi avec le programme d'éducation qui sera vraiment congolais, c'est-à-dire conçu par des Congolais et qui sera implémenté par des Congolais. Parce que vous voyez que nous avons des problèmes qui sont les nôtres, qui se diffèrent des problèmes de nos voisins, par exemple, ou de l'Europe ou de l'Amérique. Si nous mettons notre cerveau pour résoudre nos problèmes à nous, en fonction de réalités qui sont les nôtres, vous verrez que les choses vont marcher. Mais si nous voulons seulement, parce que la France a fait ceci, parce que les États-Unis ont fait ceci, difficile d'évoluer. Voilà pourquoi on essaye, ça ne marche pas. On essaie et voilà. Parce que nous voulons toujours adapter notre programme par rapport au programme des Belges. C'est un programme beaucoup plus qui domine, c'est un programme belge. Oui. Alors que nous ne sommes pas la Belgique. Oui. Nous avons des réalités comme vous venez de parler. Oui. La Belgique n'a pas les mêmes conditions de vie que la République démocratique du Congo. Alors, quelle est la chance que vous donnez à la République démocratique du Congo un jour de s'en sortir par rapport à son développement communautaire? Nous ne pouvons qu'être optimistes. Nous pouvons qu'être optimistes. Comme compatriotes. Voilà, comme compatriotes. On ne peut pas perdre espoir, dire que c'est fini pour notre pays, ainsi de suite. Non. On ne peut qu'être optimiste. Mais l'optimisme éclairé, pas aveugle. Si nous ne faisons pas quelque chose maintenant, l'avenir restera sombre. Mais à partir du moment où nous prenons conscience, nous disons, bon, on commence quand même quelque part. C'est vrai que nous allons partir. Peut-être que nos enfants, peut-être que arrière-petits-enfants vont continuer l'œuvre que nous avons laissée, vont continuer le chemin que nous avons tracé. À ce moment-là, on peut espérer à quelque chose. Même si nous n'allons pas vivre le développement de ces pays, mais au moins, on aura à poser des jalons nécessaires pour le décollage de ces pays. Est-ce que le problème est que... Le problème, c'est situé à quel niveau plutôt? Avons-nous la connaissance des situations réelles ou nous ne maîtrisons pas les situations réelles? Ou soit nous maîtrisons, mais nous n'avons pas de moyens. Ou soit nous maîtrisons les situations, mais nous n'avons pas la volonté d'affecter les moyens. C'est à quel niveau nous avons des difficultés? Nous n'avons pas encore maîtrisé la vraie situation de manière scientifique. Ok, bon, ça je vais répondre à 3 volets. Le tout premier volet, ce qui manque à l'homme congolais pour son développement, c'est la prise de conscience. Ça, c'est le tout premier élément. Parce que, vous savez, en développement, le développement, c'est quoi? Vous êtes à une étape A. Vous êtes ici. Mais puisque vous avez pris conscience que l'état dans lequel je me trouve n'est pas bon, je dois tout faire pour changer ça. Donc, vous voulez quitter de A, un point A, vers un point B. Et là, c'est des projets, c'est les activités. Et là, le point B, c'est l'idéal à atteindre. Mais à partir du moment où tu n'as pas pris conscience, c'est comme quelqu'un qui vit dans la saleté, qui vit dans... Voilà. À partir du moment où on n'a pas pris conscience que mon environnement ne peut pas être comme ça, il vivra un siècle comme ça. Donc, le tout problème, c'est la conscience, la prise de conscience collective. Il faut que les Congolais prennent conscience que nous vivons dans un état impropre, nous vivons dans un état anormal et que nous devons changer les paradigmes.
C'est à partir de... Et ça, c'est une prise de conscience collective. Ça ne peut pas seulement émaner d'une seule personne. Mais cette conscience collective fera en sorte que nous puissions mener des actions communes pour que nous puissions atteindre l'objectif. Deuxième problème, et qui est aussi majeur, c'est un problème de moralité. C'est un problème de moralité, de probité morale. Quelqu'un peut beau parler français, il est intelligent, mais une fois en contact avec l'argent, vous voyez sa vraie nature. Une fois en contact avec les femmes, les pouvoirs, vous voyez sa vraie nature. Donc tout Congolais, même ceux qui criaient, ils étaient dans l'opposition avant, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils oublient la vision du développement. Ils oublient complètement. Ça veut dire que nous portons des expressions, mais nous ne portons pas les vrais projets de développement pour changer la situation de ces pays. Mais Serge, tu es avec moi ici depuis toujours. Tu es dans les médias, ça fait un peu plus des années. As-tu déjà vu nos dirigeants, nos autorités qui, par exemple, disent, bon, aujourd'hui, on va parler développement. On ne parle pas politique, on va parler développement. Hein? Il y a des concertations où on ne parle pas partage du pouvoir, on parle seulement développement, les problèmes sociétals. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein? Où les politiciens se réunissent pour la cause de la société. Je n'ai jamais vu ça. Même ceux qui font des marches. Vous voyez qu'ils nous font des marches, ainsi des soulèvements. Voilà, politique, mais pas pour des causes sociétales, pour des causes de développement. Non. Dans tout ceci, les plus grands problèmes que nous avons, c'est la prise de conscience pour développer ce pays. Oui, et des problèmes de vertu aussi. Voilà. Ils ne sont pas vertueux. Ouais. Merci beaucoup, Christian. Je rappelle que vous êtes spécialiste en développement communautaire et particulièrement aussi c'est expert en matière de la gestion de l'environnement et l'assainissement. Voilà. Je vous dis un grand merci à vous tous qui avez accordé aussi votre sympathique attention pour suivre cette émission. Je crois que le prochain numéro, c'est vous nous allons prendre pour une analyse beaucoup plus scientifique. Notre émission Grand Angle Environnemental n'aborde que des questions liées à la science pour permettre à ces pays de présenter notre image. Je dis un grand merci à Redi Moufoum qui était derrière les caméras et à Rodrigue Ebunda pour le montage de ces éléments. Quant à moi, je vous retrouve prochainement d'ici là. Portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature. Au revoir. Grand Angle Environnemental.